aucun homme vivant dans le monde unique, mais indiscutablement modifiable, qu'est le monde où nous vivons, ne saurait se tenir pour quitte, moyennant une fuite et une confession. Cette phrase résume la difficulté constante à laquelle son auteur se butera, se livrer à une œuvre autobiographique, consacrée à exposer dans ses moindres détails une subjectivité, tout en n'oubliant pas la nécessité de participer au monde et à sa transformation. Si possible, il s'agirait de surcroît de réunir ces deux quêtes en un même acte. La phrase citée conclut la première préface de l'Afrique fantôme de Michel Léris, qui sera augmentée d'une deuxième préface 30 ans plus tard. Or, les deux préfaces de l'Afrique fantôme constituent deux mea culpa renouvelés, reformulés, dans lesquels Léris affirme les limites de son expérience et son incapacité à rendre compte adéquatement une société africaine qu'il était venu étudier durant la mission Dakar-Djibouti de 1931 à 1933. L'Afrique fantôme constitue le journal quotidien de cette mission et a été publié en 1934. La première préface, celle que j'ai citée, date de 1950. Léris revient sur la vision de l'Afrique qui se dégage du journal, une Afrique qui ne correspond pas à l'idéal exotique qu'il s'en faisait avant d'y mettre les pieds. Léris, en Afrique, n'a fait aucune plongée libératrice dans, je cite, la mentalité primitive et n'a pas pu ressembler à un personnage de Conrad perdu au cœur des ténèbres, comme il fantasmait de le faire. Le journal d'alors reflète cette déception. Léris, dans la préface, condamne cette déception en s'accusant d'avoir, par ignorance, complètement méconnu les enjeux politiques liés à l'exploitation coloniale des peuples africains. Avec le recul que lui ont donné les presque 20 années qui se sont écoulées, il juge avec sévérité sa comédie d'enfants gâtés et la suffisance de l'occidental cultivé qu'il était. Ce sont bien sûr ces mots. Depuis, un changement de perspective a eu lieu, amené par de nombreux voyages, ainsi que les mouvements de libération au sein des colonies, qui lui ont fait comprendre, je le cite, qu'il n'y a pas d'ethnographie ni d'exotisme qui tienne devant la gravité des questions posées par l'aménagement du monde moderne. La deuxième préface a été rajoutée en 1981. Léris revient alors non seulement sur le voyage original, mais aussi sur la préface rajoutée en 1950 et avec laquelle, à son tour, il prend ses distances. L'Afrique n'a pas besoin de moi, écrit-il. Si les peuples visités dans les années 30 ont commencé à se libérer, cela s'est fait, je le cite, sur un mode assez charré d'enfilade pour que soit tristement justifié l'emploi du terme néocolonialisme. Une double désillusion, donc, est survenue. Politique, puisque les espoirs de 1950 pour l'Afrique et les Antilles n'ont pas débouché sur de grands triomphes, et littéraire, puisque Léris semble plus dubitatif que jamais quant au pouvoir que ses mots et que sa subjectivité ont comme instrument de transformation sociale. Les désillusions sont exhibées au lecteur d'entrée de jeu. Celui qui s'avance dans le texte le fait en étant averti, en quelque sorte, de la portée limitée que lui attribue désormais son auteur. Ce regard rétrospectif sur la foi apporté naguère à la possibilité de changement politique comme à la possibilité d'une efficacité réelle de la littérature se trouve aussi dans les différents tomes de la règle du jeu. Léris a travaillé à cette œuvre autobiographique de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70 et je me pencherai plus particulièrement, très modestement, sur quelques passages de deux tomes de la règle du jeu, Fibré, publié en 1966, et Frais de bruit, publié en 1976, en m'arrêtant sur ses voyages en Chine, à Cuba, ainsi que sur mai 68. Tandis que l'Afrique fantôme apparaît comme le journal d'une déception, qui ne sera que brièvement éclairé d'un espoir de transformation sociale, les récits sur la Chine maoïste ou sur Cuba sont ceux d'un optimisme réel, du moins initialement. Toutefois, le montage des différentes scènes dans la règle du jeu remplit une fonction cruciale, évidemment, et invite à relire des passages proprement politiques à la lumière de réflexions plus larges sur la littérature et la possibilité d'un engagement sincère. La politique y occupe une place latérale et pourtant essentielle, comme si Léris ne pouvait s'empêcher d'y revenir et de réactiver un espoir révolutionnaire que des déceptions précédentes semblaient avoir éteint. Un concept rhétorique me permet de penser à la fois les hésitations et les enthousiasmes de Léris, celui des lieux communs, dans leur sens rhétorique initial de réservoir commun d'arguments, d'exemples, et non évidemment de simples clichés.
En effet, les slogans, les assertions pour galvaniser les foules, même les noms des héros qui condensent à eux seuls une histoire, reviennent avec régularité. Ils donnent à l'IRIS une mesure de la force potentielle du langage, soudainement tout entier voué à aider une cause en martelant un argument, un exemple, un micro-récit auquel tous, dans une communauté donnée, peuvent se référer. D'autre part, ils servent à l'IRIS d'espace d'investigation pour déployer sa subjectivité et son ambivalence quant aux conditions d'existence d'une pensée politique efficace, mais aussi capable de rendre compte de la complexité d'une situation. Cette récurrence des lieux communs, variables selon les circonstances mais similaires dans leur rôle, il servira de fil conducteur à travers les époques. L'IRIS a été associé tour à tour au surréalisme, au collège de sociologie et à l'existentialisme, sans pourtant être au cœur de chacun de ces groupes. En raison de cette position particulière, Vincent Kaufmann, dans Poétique des avant-gardes, en fait le héros insoupçonné de l'avant-garde, ou à tout le moins le meilleur représentant des apories de leur projet. Si Kaufmann le présente comme souffrant, je le cite, d'un accès aigu d'avant-gardisme, c'est que la subjectivité de l'IRIS, toujours à l'avant-plan, et faire entrave aux rêves utopiques et voués à l'échec d'une, je cite Kaufmann, idéale communauté appelée à advenir dans l'équivoque limite entre la littérature et l'action politique. Son jeu n'arrive pas à céder à un nous fusionnel, ce que trahit autant son parti pris autobiographique que son rapport réticent, prudent, aux événements politiques qui se succèdent tout au long du siècle. Pourtant, les révolutions communistes réactivent le fantasme communautaire, lui donnant une réelle possibilité d'advenir. Le voyage en Chine de Michel Léris se déroule en 1955, environ 6 ans après la révolution de Mao Tse-tung. Ce n'est pas encore la Chine de la révolution culturelle, celle que visitera la délégation de Tel Quel dans les années 70, plutôt celle qui, dans la foulée de la conférence de Bandung en 1955, annonce sa volonté d'accueillir des visiteurs qui constateront les progrès accomplis. Michel Léris participe à une expédition de 5 semaines et se trouve entouré de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et du cinéaste Chris Marker, entre autres. Donc, cette période de pèlerinage en terre chinoise marque le début de l'idée des intellectuels français avec la Chine, qui va se traduire par la publication d'une pléthore de livres sur le sujet dans les décennies suivantes. Dans son journal de voyage, qui ne sera publié qu'en 1994, Léris cherche à conjuguer ses impressions personnelles avec des observations scientifiques sur le pays visité, fidèle en cela à sa pratique technologique. De plus, cette posture cadre avec sa mission, celle typique des intellectuels invités en URSS, en Chine ou à Cuba au XXe siècle. Il est là comme témoin. Sa subjectivité a moins d'importance que son objectivité pour valider la réalité des progrès de la Révolution. On trouve donc peu d'entrées de journal ou de réflexion de fond et développées, plutôt une tonne de statistiques sur le système de santé, d'informations qui sont fournies par les guides chinois sur la criminalité, l'éducation, la pratique culturelle, évidemment tout est en progrès. L'IRIS ne se passe pas complètement du portrait, mais se confine le plus souvent dans des anecdotes sur les visites guidées, sur les villes qu'il découvre et sur les comportements de ses hôtes. Le ton est enthousiaste, optimiste, les critiques sont rares. Léris, indéniablement, appuie la révolution qui a eu lieu et qui rejoue avec de nouveaux espoirs de réussite après Staline, la révolution initiale, celle de 1917, considérée par lui comme l'événement majeur de son époque. Toutefois, à son retour, Léris ne livrera pas de récit de voyage comme on pouvait s'y attendre, seulement un article scientifique sur l'éducation des illettrés. C'est plutôt dans la première partie de Février, 10 ans plus tard, que Léris reviendra sur son expérience en l'insérant dans le reste de son projet autobiographique. Le chapitre inaugural s'ouvre en 1955, quelques semaines après le retour de Léris, alors qu'il peine toujours à mettre en mots ce que son séjour lui a révélé. Je cite: « Comment ces 5 semaines de plénitude se sont-elles vidées de leur substance à tel point que je me demanderais pour peu si je les ai rêvées. Cette difficulté tient autant à ce qu'il appelle ce sentiment d'envoûtement que celui de se livrer à une forme de trahison politique. Son récit de voyage dans février est installé au cœur d'une entreprise axée sur l'examen d'une subjectivité, la subjectivité de surcroît d'un bourgeois, comme il se qualifie lui-même.
Aux yeux de l'Iris, l'écriture de ses souvenirs personnels, mis en mots avec le style et les thèmes qui sont les siens, ne pourrait qu'aller à l'encontre des désirs de ceux qui l'ont reçu avec bonne volonté, ou qui l'ont pris à témoin des transformations majeures en cours pour qu'il rapporte au monde occidental les réussites du communisme. Avec la propension à l'examen de conscience minutieux qu'on lui connaît, l'Iris expose son dilemme. Je cite: « Je vois mal comment une activité du genre de celle qui m'absorbe pourrait y être classée ailleurs que parmi ces reliquats bourgeois qui appellent une rééducation. Est-ce agir dans un sens correct, pour soi comme pour ceux qui viendront après, que travailler à quelque chose dont on sait aussi que chacun doit s'y consacrer pleinement, la demi-mesure étant exclue en matière de révolution, mais dont on sait aussi qu'y adhérer sans réserve peut amener à se nier en ce qu'on a de plus intime et tuer ainsi dans l'œuvre ce qui serait notre véritable apport à l'œuvre collective. » Pris entre ces deux feux, l'Église annonce que la tâche de recréer ce séjour est perdue d'avance. Or, cet échec anticipé ne met pas frein à l'écriture, et j'en ai plutôt le moteur. Ces citations formeront de partie le commentaire politique. Il n'arrête pas non plus le dévoilement de ses impressions subjectives, quoiqu'elle implique d'autres stratégies d'écriture. Si l'Église mentionne rien à rapporter de politiquement utile de son séjour, il ne se lance pas moins dans des descriptions de moments vécus là-bas, en particulier des manifestations artistiques auxquelles il a été convié, l'art devenant le fil conducteur pour donner forme à son expérience. Ma présentation devient de plus en plus rocambolesque. Est-ce que ça va? Est-ce que l'intrus est chassé? Non, je ne fais pas ça. Mais garde du cadre. Chant, pièces de théâtre, opéra, danse folklorique, une organisée, offerte aux visiteurs, sont celles dont il parvient le plus aisément à rendre compte et qui le relie selon l'idée et le principe qui structure la règle du jeu à d'autres expériences passées liées ou non à la politique. Une scène fait culminer ce jeu d'association et de correspondance. Iris est amenée en visite dans un centre pour les enfants et se promène de salle en salle avec une petite fille avec laquelle il est incapable de parler faute d'un langage commun. La petite fille dirige la promenade et l'amène devant un tableau reproduisant un épisode révolutionnaire. Là, l'enfant prononce finalement un mot que l'Iris fait reconnaître, Lénine. Cette intimité créée autour de ce nom ouvre un espace de réflexion pour l'Iris sur les nouveaux lieux communs qu'a apporté le communisme. Je cite: « De même que le latin fut pour la chrétienté une sorte d'espéranto et que le symbole du poisson servit de signe de reconnaissance aux tenants de la bonne nouvelle, un nom tel que celui de Lénine et des symboles comme la faucille et le marteau peuvent aujourd'hui constituer un vivant trait d'union entre des êtres que séparent la race, la langue, voire l'âge par surcroît. Ce qui, à mon sens, est la vertu inappréciable du communisme, c'est qu'il relie effectivement par quelque chose de commun des individus qui, sans cela, seraient tout à fait étrangers les uns aux autres, dispersés comme ils le sont aux quatre coins de la Terre. Le vocabulaire religieux n'est pas anodin et cette communion permise par un imaginaire partagé transparaît dans l'écriture même de l'Iris. D'un côté, le nom magique de Lénine, par ses vertus symboliques et le lien qu'il tisse entre des hommes de diverses conditions, lui permet de racheter, au moins brièvement, la mièvrerie du tableau réaliste socialiste que lui a montré la fillette. Le symbole en vient à dépasser les limites esthétiques de l'œuvre, devenues secondaires par rapport à ce qu'elle représente. D'autre part, l'Iris intercale dans ce passage le souvenir d'un voyage à Palerme, au cours duquel il assiste à une fête organisée par la section locale du Parti communiste. Il constate du même coup la pauvreté ambiante. Une phrase en particulier, inscrite sur un panneau de propagande, est répétée à quelques reprises par l'Iris comme pour justifier l'importance du combat communiste. Je cite: « Un crime tous les 5 jours et les prix les plus hauts d'Italie. » Lénine, la faucille, le marteau, ces symboles, bannières à la cause, coupent court à la nécessité du discours. Leur force d'attraction est assez grande pour lier l'Italie et la Chine, pour trouver un écho et un prolongement d'un centre d'enfants chinois à une fête locale italienne. Le tableau de Lénine est peut-être sentimental, sa valeur esthétique
peut-être nul, mais implicitement pour l'Iris inquiet de l'inutilité de son œuvre, il montre que malgré tout, il agit, ironiquement, peut-être davantage que son grand projet esthétique. Tout comme le panneau de propagande, avec sa phrase choc sur la situation locale, un crime tous les 5 jours et les prix les plus hauts d'Italie, fournit à lui seul l'argument qui justifie l'importance de Lénine et de ses idées. Mais le portrait émerveillé de la Chine des premières pages prend fin sur une note qui explique pourquoi l'Iris n'ose plus commenter davantage ce qui s'est produit là-bas. La Chine a, depuis le début de l'écriture de Fibri, appuyé l'URSS dans sa décision d'écraser brutalement la rébellion de Budapest en 1956. L'Iris en conclut, après avoir désespéré de tant de choses, le temps serait venu de désespérer aussi du communisme. La réponse n'est pas claire, comme le séjour de l'Iris à Cuba le montrera, mais le stade de l'idylle semble terminé. Hormis quelques allusions succinctes dans le reste du chapitre, le séjour en Chine sera mis de côté. Comment en effet conjuguer son envoûtement et le témoignage qu'il en a fait avec la possibilité d'avoir été trompé par les détails de la réalité immédiate sans comprendre leur contexte? Si cela ramène à son incompréhension initiale de l'Afrique, on se rappellera aussi de tous les témoignages de visiteurs enthousiastes en URSS dans les années 30, témoignages dont les failles évidemment ont été révélées par la connaissance ultérieure des horaires féminines se déroulant en parallèle. Et l'Iris les évoque au passage. L'écriture rétrospective de l'Iris sur ce séjour apparaît donc comme une tentative d'éviter la dissonance entre ce qu'il a vu et ce que la révolution est peut-être réellement. Il ne renie pas l'espoir et l'enthousiasme qu'il a ressenti là-bas, admettant par les souvenirs qu'il choisit de relater son émotion devant la bienveillance des gens, la croyance en la révolution, la beauté des manifestations artistiques auxquelles il a assisté. Toutefois, l'autobiographie reste prudente dans son investigation des enjeux politiques liés à la situation chinoise, malgré les différences du début. La révolution et ses potentialités s'expriment avant tout dans des rapports individuels, comme celui de narrer avec la petite fille devant un portrait de Lénine, sans qu'il soit accompagné d'analyses politiques véritables. Les doutes que cette absence révèle ne se manifestent pas seulement dans la mise à l'écart de la Chine, mais aussi dans l'enchaînement des scènes qui suivent le récit de voyage dans le même chapitre de Fibri. Ces scènes ramènent l'Iris vers d'autres engagements et voyages qui rejouent son option initiale, c'est-à-dire que ces engagements tant littéraires que politiques ne soient que le lieu d'une gigantesque mise en scène de lui-même. Il revient ainsi sur les années 20 et son engagement à la fois surréaliste et communiste, les deux allant pair dans les cercles qu'il fréquente. Se percevant comme l'ombre d'un militant, l'Iris décide alors de tout laisser tomber pour partir en Égypte puis en Grèce, suivant explicitement le modèle de Rimbaud. La fuite qu'il fait annonce le lâchetou ultime, celui qui clôt cette section du livre, celui de la mort. En effet, quelques temps après son voyage en Chine, en 1957, l'Iris fait une tentative de suicide en avalant une provision de médicaments, mais confesse à sa femme son geste. Donc sa femme lui rappellera plusieurs jours après la phrase prononcée avant de sombrer dans le coma. Tout ça, c'est de la littérature. Ainsi, par l'effet du montage, par ce rapprochement de faits autobiographiques, cette section qui débute par les espoirs de la Chine et se termine par une volonté morbide, concentre l'impuissance des deux pôles, le littéraire et le politique. Si le spectacle offert en Chine pour convaincre l'Iris, lui aussi ne s'était avéré que de la littérature, et une littérature qui indique ici une trahison du réel. Ce n'est pas sans raison qu'en Chine, l'Iris s'attarde plus souvent sur les descriptions des manifestations culturelles. Déjà art de la mise en scène, de l'artifice, elle lui permet d'échapper aux soupçons de l'insensibilité et de l'incompréhension. Rester du côté de la littérature, ce n'est pas se salir les mains au jeu de la politique ou appliquer sa subjectivité, mais implique aussi de mettre de côté le réel et son exigence de vérité. Un nouveau voyage intercommuniste, raconté dans Frêle Bruit, se déroule du 15 juillet au 7 août 1967 et sera suivi d'un second à la fin de l'année 1967 aussi. Deux se passent à Cuba. L'Iris montre ainsi la même volonté de s'approcher concrètement des lieux où se produisent les bouleversements politiques, d'y prendre part à sa manière. Il a d'abord été invité à Cuba pour prendre part aux célébrations du 26 juillet, donc date de l'assaut 14 ans plus tôt de la caverne de Moncada par Fidel Castro. À
À son retour, l'Iris revient dans son journal sur la valeur révolutionnaire à conférer ou non à son art en planifiant l'écriture de Fred Louis. Comme il écrit alors dans son journal, je le cite, « Quand on s'est posé la question de l'art révolutionnaire, il n'est plus possible de la laisser dormir. Les mises en garde qui s'adressent reviennent sur des désirs déjà énoncés, entre autres par rapport au récit de son voyage en Chine. Je le cite, « Ne pas s'ingénier à écrire une œuvre révolutionnaire. Viser plutôt à une œuvre telle que les têtes de la Révolution pourraient en tirer à tout le moins une parcelle de quelque chose, si jamais elles avaient le loisir de la lire. » L'exigence qu'une œuvre puisse comparaître sans en rougir devant ceux qui l'ont inspirée, ceux qui posent des actions que l'Iris admire, n'est pas nouvelle. Mais l'Iris, vous l'avez remarqué, reste vague sur la manière dont l'œuvre servirait les causes politiques que son auteur endosse. Comme si lui-même se refusait à examiner les usages politiques qui pourraient faire ses écrits. Dans Frêle bruit, les fragments sur Cuba s'ouvrent aussi sur une prière qui invoque implicitement les déceptions passées, je le cite, « À aucun prix, il ne faut qu'un jour vienne où j'aurai si grand honte de moi en pensant à la révolution cubaine que je bifferai mentalement d'un trait de plume cette cause de mauvaise conscience. » La structure de Frêle bruit, publiée près de 10 ans après les événements, n'est pas la même que celle adoptée dans les tomes précédents. Plutôt que de livrer de longs chapitres en se mêlant les époques et les réminiscences autour de quelques fils conducteurs, Frêle bruit est une succession de fragments. Donc, les passages sur sa visite à Cuba qui sont insérés avaient déjà été publiés en partie à son retour dans la revue L'Éphémère, et Frêle bruit les reprend et les complète d'autres fragments sur l'importance de la Révolution et de ceux qui la défendent. Même s'ils sont publiés 10 ans plus tard, la distance temporelle n'est pas de 10 ans. Ces segments qui décrivent les villes visitées laissent une grande place au portrait de la population locale, aux cérémonies auxquelles il prend part, et surtout à la figure de José Marti, poète et pamphlétaire, tué comme chef d'armée en luttant pour l'indépendance, dont l'Iris commente longuement la statue. Le poète possède le mérite immense d'avoir été capable de réconcilier les deux aspects qui s'emboîtent malaisément pour l'Iris, celui de l'action et de la parole, sans que l'un ou l'autre en pâtisse, en parvenant à utiliser son regard subjectif sur le monde pour faire œuvre utile. L'Iris en tire des leçons. Je cite, « Ne pas éluder, ne pas biaiser, tâcher d'avoir une pensée droite et d'en suivre la ligne, c'est cela que je crois pouvoir, à des fins d'implacable mise en pratique, retenir des enseignements de José Marti. » Il se répète donc des phrases de Marti, des phrases qu'il voit inscrites un peu partout sur l'île, avec d'autres de Che Guevara ou de Fidel Castro. Je cite, « La vérité, une fois réveillée, ne se rendormira plus » ou « Le devoir de tout révolutionnaire, c'est de faire la révolution ». C'est une injonction simple, affirmative, qui exprime un souhait ou un ordre clair, s'oppose en tout à la démarche imitative de l'Iris. Elles occupent paradoxalement, de façon récurrente dans ses écrits, une place importante et sont longuement disséquées. Comme si l'Iris ne parvenait pas à se contenter de leur simplicité apparente, mais devait absolument les augmenter de son propre regard subjectif. Mises en italique, elles sont ressassées et répétées, réinsérées pour donner sens à de nouvelles situations. Ce qui pourrait apparaître comme un cliché est présenté comme une vérité ou annoncé comme tel pour la faire advenir. Le slogan est rassembleur, supprime les demandes individuelles et les hésitations pour unir chacun autour d'une volonté collective pour le bien commun. Déplié par l'Iris pour en tirer enseignement, le slogan pousse curieusement ses récits de voyage vers le futur et la projection des révolutions à venir. Les événements en France, quelques mois plus tard, nous donneront l'occasion d'y revenir. En effet, les pages consacrées à mai 68 dans Frêle bruit sont peu nombreuses, mais elles aussi accordent une grande importance au slogan et à l'aspect purement langagier des événements, aux mots et aux formules qu'il crée et s'approprie. Sinon, dans son journal, l'Iris ne note rien durant mai 68, des événements qui occupent les rues, et ne mentionne rien non plus de cette décision, par exemple, de signer la lettre publiée dans Le Monde avec Sartre et Beauvoir pour montrer son appui aux étudiants. Ce n'est qu'en septembre 1968 qu'il consacrera une longue entrée de journal aux événements passés pour en discerner une ligne directrice et comprendre le sens de cette période, notamment par rapport aux instances communistes. Alors, je cite le passage de l'entrée de journal. Comprendre ce qui s'est passé avec le mouvement étudiant international. Ce ne sont pas les barricades, moyens romantiques, symboliques, peut-être un peu puérils, qui comptent.
C'est le renvoi de tous les partis dos à dos, l'expression fortement accusée d'un état d'esprit tant soit peu anarchiste. Le libertarianisme, si l'on peut dire, est partout perdant. Dans cette Tchécoslovaquie, Cuba, c'est donc cela qu'il faut défendre à tout prix. Donc, la mention de Cuba n'est pas anodine. Le 23 août 1968, Cuba appuie l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, ce qui causera l'émoulement de nombre d'intellectuels français, visiblement l'IRIS, même s'il ne mentionne pas ça dans Quel bruit. L'IRIS avance un peu plus loin dans la même entrée de journal qu'il est essentiel, je le cite, de ne pas user de grands principes pour donner des leçons de révolution en mentionnant le ridicule de Mascolo et Blanchet. Peut-être pour cette raison, ce refus de se transformer en donneur de leçons, Fred Louis, dans les passages consacrés à 1068, se tient à bon escient des explications politiques. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui analysaient et travaillaient, ce sont encore une fois les slogans qu'ils décortiquent un par un. Pas tous, mais un nombre appréciable d'entre eux. Évidemment, cela n'est pas si surprenant. Les slogans constituent parmi les vestiges les plus importants de 1068, ce qu'on a retenu de l'événement, au détriment de grande partie de l'événement. Malheureusement, comme a déploré Christine Ross dans 1068 et ses vies ultérieures, on revient toujours à ce livre. Christine Ross y analyse notamment comment, pour Gilles Lipovetsky, qui a particulièrement traité des graffitis en parlant d'événements, ce délire verbal de 1068 comme fête de l'auto-expression ludique permet de l'intégrer à une vision de la société propre aux années 80, libérée de tous les conflits et les confrontations. Donc, le regard de l'IRIS sur les slogans est plus ambigu. Quelques-uns intellectuels apprenez à ne plus l'être, soyez réalistes, demandez l'impossible, plus jamais Claudel, voler, traîner, glisser. Ces phrases lapidaires auxquelles l'IRIS avoue qu'il aurait aimé parvenir dans sa propre œuvre s'opposent pour les étudiants, il le mentionne, mais aussi pour lui sans doute, à l'esprit bureaucratique qui aurait étouffé toute spontanéité révolutionnaire. Le point de contenu, elle déborde sur les murs et dans la rue. Mais loin de les présenter comme des raccourcis de pensée ou le produit d'une jeunesse hédoniste, l'IRIS essaie de décrypter leur potentialité, la variété de leur message, les lie à ses propres souvenirs de 1068, et son travail ici ramène à ses propres expérimentations surréalistes, ressemblent parfois à la recherche du terme églose. Or, ces slogans autrement plus vagues que les messages des dirigeants communistes inscrits à Cuba, une partie d'entre eux au moins, remplissent une mission différente, invitent à la dissipation des énergies et à suivre la ligne droite de la rationalité. S'ils sont prescriptifs, eux aussi, ce n'est pas pour tendre les énergies vers une cause commune. À l'inverse des phrases de Marty, de Castro ou de Che Guevara, à l'inverse aussi du nom de Lénine qui sert d'élément de communion, elles émanent d'une masse anonyme, n'incarnent plus la parole ou la vie d'un héros derrière lequel se ranger, mais celle de force nettement plus insaisissable qui ne chapeaute aucune autorité centrale. Le dernier fragment, sur 1068, qui est très bref, parle de la grande phrase qu'a été cet événement, une phrase faite de pavés lancés, de matraquages policiers, de gaz à faire pleurer ou suffoquer. Une phrase qui, dit l'IRIS, réduit à rien sa propre syntaxe, je le cite, trop volubile et fuyante comme une eau, et qui écrase aussi les slogans des étudiants. L'IRIS, réduit au silence par la force de l'événement phrase, se taira donc. Pourquoi faire de cet événement une phrase, traiter ces parties comme si elles s'organisaient selon les règles d'une syntaxe? La phrase impérative, étourdissante, serait peut-être la phrase de l'ordre écrasant d'une violence physique insoutenable après laquelle plus rien, plus aucune parole, plus aucune réflexion n'est permise, ni aucune introspection. Le mai 68, contrairement à tous les autres événements racontés, n'est le lieu d'aucune projection révolutionnaire, mais le constat d'une brutalité qui défait tout discours. Après 1068, la période des espérances communes, née en URSS en 1917 et relayée par la Chine et Cuba, paraît close. L'autobiographie chez l'IRIS, dans son traitement du politique, se présente à maintes reprises comme la matrice souhaitée des révolutions à venir. L'IRIS y retrouve une affirmation de Jean Paulhan dans les fleurs de table. Le mot de liberté, disait Novalis, a fait des millions de révolutionnaires. Sans doute, tous ceux pour qui la liberté était le contraire d'un mot. Pour ce faire, le versant politique de la règle du jeu rapatrie une succession d'injonctions et de rappels, des lieux communs ressemblant à ceux qui partagent les mêmes espérances. Avec la distance temporelle,
Il s'avère que ces lieux communs émanent des événements politiques eux-mêmes. Les récits de voyages en Chine et à Cuba, issus de visites étroitement encadrées, ont formé un genre rempli de poncifs, comme l'a montré François Aumont dans Au pays de l'avenir à Dieu. Et l'intérêt de l'Iris pour les slogans de mai 68 rejoint celui qu'aura eu l'histoire. Les différents tombes de la règle du jeu deviennent aussi le journal du non-événement de la Révolution, un témoin de la Révolution idéale et de ses échecs successifs à mener à sa pureté initiale. Si la Révolution n'advient pas, alors le slogan sera avéré vide, instrument de propagande pernicieux. En cela, dans ses doutes et ses espoirs parallèles évoluant au fil des bouleversements, le projet autobiographique de l'Iris se révèle comme un témoin exemplaire de la capacité fragile mais persistante de croire au XXe siècle en la possibilité d'une révolution nouvelle et au maintien de ses idéaux fondateurs.